Bonsoir, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 288 déjà, et oui. Alors, je reçois, et j'en suis ravi aujourd'hui, Olivier Besancenot, porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire, candidat à l'élection présidentielle. Que dis-je, candidat, irez-vous jusqu'au bout? Aurez-vous vos 500 signatures? Nous sommes le dimanche 11 mars, il est presque 18h, où en êtes-vous? D'abord, bonjour. On en est à 467. 467. Voilà. Donc là, c'est plus des promesses, c'est des signatures qu'on a fermes entre les mains. Donc il nous reste 4 jours, on va dire, en vrai, pour avoir, on va dire, la quarantaine pour être vraiment sûr. Voilà, encore donc, 40, quoi. Ouais. Mais sauf Kata, vous les avez. Franchement, rien n'est joué. Rien n'est joué. Franchement, rien n'est joué. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Je peux arriver à 490, arriver à 510. Et les obstacles qui étaient finalement les pressions exercées par l'UMP ou le Parti Socialiste sur les élus des petites communes qui avaient peur de perdre leurs subventions ont été levés par Sarkozy en début de semaine dernière. Vous allez lui dire merci publiquement. J'irai pas jusque-là parce que je suis pas complètement dupe. Je sais que son problème à lui, c'était de trouver une caution à gauche pour régler ses problèmes à sa droite avec le Front National, qui est le seul parti à bénéficier. On en parlera tout à l'heure avec lui, Voilà. Alliot, secrétaire général du Front National, qui vient discuter avec Olivier Besancenot. L'effet inattendu, c'est que du coup, François Hollande a été obligé de faire pareil le 8 mars. Voilà. Donc du coup, les obstacles sont levés par le PS et l'UMP, mais c'est très tardif et du coup, il nous reste vraiment quelques jours. Donc je dis aux élus... Donc le suspense est réel. Et vous dites absolument. aux élus... Aux élus d'abord que j'ai toujours pas mes signatures, qu'il ne faut pas croire que parce qu'il y a eu Sarkozy, je les aurais, et qu'ils ne nous rendent pas victimes, voilà, d'un système que les élus condamnent et qu'on condamne également. Moi, depuis 2002, je propose un autre système, qui est un système de parrainage populaire et citoyen, où ce serait la population elle-même qui parrainerait une candidature. Parce que là, il y a le des système, choses on a prouvé incroyables. Il y a un candidat abouti. trotskiste qui s'appelle Chivardi, trotskiste aussi, comme vous, d'après ce que j'ai compris. Lui demander, il faudrait demander, enfin je crois. Lui, il les a, ses signatures. Comment ça marche? Il faudrait aussi lui demander. Bon, on demandera tout ça. On demandera tout ça. Depuis le mois de juin dernier, on a été rencontrer 14 000 maires. Et quand je dis rencontrer, c'est rencontrer. C'est pas des coups de téléphone, c'est pas simplement du courrier, même si j'ai rien contre le courrier. C'est des gens qu'on a été voir. Enfin, c'est pas moi, puisque j'étais le seul à pas faire cette tâche-là. C'est les militants qui ont été sur le terrain, voir une fois, 2 fois, 3, voire 4 ou 5 fois ces maires-là, et avoir des vraies discussions politiques avec eux d'ailleurs. On en reparlera donc avec lui, Alliot, tout à l'heure, secrétaire général du Front National. Et puis vous débattrez aussi avec Geoffroy Roux de Bézieux, qui est chef d'entreprise et président de Croissance Plus. Et les 2 débats, j'en suis persuadé, seront vifs, très vifs. D'ailleurs, on va se parler un peu en tête-à-tête, parce que les Français ont envie peut-être de mieux vous connaître, j'en suis persuadé. Votre histoire politique, Olivier Besancenot, politique, débute lorsque vous avez 14 ans, sur les bancs du collège, alors que vous êtes en classe de 3e. Vous êtes alors enthousiasmé par un prof d'allemand qui s'appelle Pierre Van de Voorde, membre de SOS Racisme et membre surtout de la LCR. La légende, mais que ne dit-on pas, veut que vous mettiez vos pas dans les siens. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a touché chez cet homme? Il y a plein de choses qui m'ont touché. D'abord sa sympathie, puis son bagou, mais en l'occurrence, c'est pas qu'une rencontre. C'est pas qu'une rencontre. Non, il y a plus que ça. En fait, la rencontre, elle s'est pas faite sur les bancs de l'école. En vérité, elle s'est faite parce qu'il y a eu une agression raciste dans la ville où j'étais, à Louviers. On a été plusieurs à se mobiliser parce qu'il y a eu cette agression raciste. SOS Racisme, à l'époque, c'était un petit peu différent que ce que c'est maintenant. Ça mobilisait beaucoup dans les quartiers populaires. C'est l'époque où il y avait les concerts. Donc, on a été dans SOS Racisme pour faire mes premiers pas dans ce militantisme de l'antiracisme. Et là, dans SOS, à l'époque, il y avait des catholiques de gauche, il y avait des socialistes, il y avait des communistes, et puis il y avait des révolutionnaires, dont Pierre Van de Voorde. Donc vous auriez pu être catholique de gauche, par exemple, s'il avait été catholique de gauche, Pierre Van de Voorde. Non, voilà, parce que moi, en l'occurrence, c'est plutôt dans le sens inverse que ça se pose. C'est-à-dire que comme j'avais envie de changer le monde, c'est vers les révolutionnaires que j'ai été à l'époque. Ça, c'est des préalables à la rencontre avec ce prof. Oui, moi j'avais envie de changer le monde parce que je trouvais les inégalités sociales injustes. Et puis surtout, ce que je ne comprenais pas, c'était la gauche au pouvoir, c'était Mitterrand au pouvoir. Je ne comprenais pas pourquoi le racisme augmentait, pourquoi Le Pen faisait ses premières percées alors que la gauche était au pouvoir, pourquoi il y avait ces agressions racistes. Et du coup, oui, je voulais changer ce monde-là. Et du coup, bizarrement, c'est plus vers les révolutionnaires que vers les catholiques de gauche que j'ai été, même si j'ai beaucoup de respect pour eux, parce qu'on a fait plein de campagnes communes, par ailleurs. Mais dites-moi, comment on devient, question qui va vous paraître étrange, trotskiste à 14 ans? Enfin, vous n'êtes pas du tout de la génération de 68. Pour être trotskiste, il y a même des gens qui n'arrivent pas à prononcer le nom trotskiste. Oui, c'est pas évident. Oui, mais pourquoi trotskiste? Mais c'est pas comme ça que je me définis. Voilà. C'est pas comme ça que je me définis, parce que c'est pas ça qui m'a parlé dans mes premiers engagements politiques. Moi, je me définis d'abord comme un militant révolutionnaire. Alain Krivine, lui, il dit je me sens trotskiste face aux staliniens comme je me sens juif face aux antisémites. Voilà. Et c'est vrai que moi... C'est pas anti-stalinisme. Voilà.
Et cet héritage de mon organisation, il existe et je l'assume complètement. Mais c'est vrai que moi, des staliniens, je ne les ai pas connus, ou il en reste quelques-uns, mais bon, franchement, on ne va pas pleurer sur leur triste sort. Oui. Donc voilà, je me sens d'abord comme un militant révolutionnaire, et c'est parce que je cherchais des idées révolutionnaires que j'ai été vers la LCR, pas parce qu'ils étaient trotskistes. Et d'ailleurs, mes premiers écrits politiques des révolutionnaires, j'ai plutôt été les chercher du côté de Che Guevara, par exemple, qui n'était pas simplement pour moi celui qui a pris les armes, gueule qu'on voit sur les affiches, c'était déjà un petit peu plus que ça. Votre papa, votre père, est prof de physique, je ne sais pas s'il l'est toujours. Il est retraité. Il est retraité, et votre maman, psychologue scolaire. Plutôt genre également. PS, tous les deux? Non, plutôt à voter PS et plus à gauche quand le PS les énervait un petit peu, mais pas militant. Je viens pas du tout d'une famille militante, mais d'une famille de gauche en tout cas, de gauche, capable de descendre dans la rue quand il y a des grands moments. Mai 68, Malik Oussekine, ce type de mobilisation. Donc mais est-ce que vous êtes fasciné par la classe ouvrière à laquelle, au fond, vous n'appartenez pas? Mais moi, je n'avais pas ce regard-là sur la classe ouvrière. Moi, j'ai conscience d'être enfant de salarié de l'éducation nationale, et pour moi, les salariés, c'est 85-90% de la population qui vit avec moins de 2 000 euros par mois. Je n'ai pas de vision ouvriériste de la classe salariale que je défends. C'est peut-être aussi une question de génération. Hein. Oui. Je crois que le mouvement ouvrier était vachement formaté par le Parti communiste, où finalement la classe ouvrière, c'était des ouvriers en bleu de travail sur la chaîne, une vision d'ailleurs plutôt virile de la classe ouvrière. Les ouvriers existent, d'ailleurs je les défends et je continue à les défendre, c'est souvent les invisibles de cette campagne-là, mais pour moi, la classe que je veux défendre, la classe sociale, c'est aussi ceux qui vendent leur force de travail intellectuelle, qui sont exploités. Il y a même une prolétarisation de la force de travail intellectuelle, je crois de plus en plus. Le drame dans tout ça, c'est que tout le monde passe son temps à se tirer dans les pattes, qu'on soit technicien, cadre, ouvrier, employé. Le front uni des travailleurs. Le paradoxe, c'est ça. C'est peut-être que la classe salariale que je veux défendre, elle n'a peut-être jamais été aussi nombreuse, jamais aussi forte en nombre, elle n'a jamais eu aussi peu conscience de sa force à elle, c'est-à-dire celle du nombre. Mais vous êtes facteur. Vous êtes facteur. Alors pourquoi facteur? Alors que vous êtes titulaire d'une licence d'histoire, dans vos rêves les plus fous, au fond. Je vais aller plus vite. Qu'est-ce que vous auriez aimé être dans vos rêves? Quand vous étiez le petit de 14 ans, là, il rêvait de quoi? En termes de vie professionnelle, je n'avais pas de rêve. Je crois comme beaucoup. Mais parce que comme beaucoup, moi, ma génération, c'est une génération qui est marquée par le chômage, qui se dit on va bachoter, on va traverser les bancs des études pour arracher un diplôme et puis pour faire quoi au bout, on ne sait pas vraiment derrière, parce qu'il y a ce poids-là qui a pesé sur toute une génération, et celle qui vient, c'est encore pire maintenant. Donc moi, je faisais mes études, et puis j'ai été vers les premiers concours de la fonction publique. En l'occurrence, le premier concours de la fonction publique, c'était celui de facteur que j'ai eu, et je ne le regrette pas d'ailleurs. Et pour donner une idée, dans ma première promotion à Levallois-Perret, j'étais un des moins diplômés de la bande. Parce qu'il y a évidemment une surqualification par rapport au métier requis. Mais ça, c'est vrai pour tous. Hein. Je veux dire, il y a un nouveau type de salariat qui voit le jour, pas simplement dans les entreprises du public, aussi dans celles du privé, qui est de plus en plus qualifiée. Oui. S'il y a une génération qui a 80% à le bac... On peut dire que c'est la génération Besancenot aussi, Oui, pour parler clairement. On pourrait dire ça, oui. Non, mais c'est vrai. Mais vous n'avez pas donc de nostalgie. Il y a Dutreil, un ministre de droite qui dit ça. Je sais, je le cite. Mais vous c'est n'auriez rare, pas. D'ailleurs. Mais vous n'auriez pas. Là, vous n'avez pas une sorte de nostalgie, quoi. Et zut, j'aurais pu être. Non, j'aurais une nostalgie pour les études. Les études. Lesquelles? Celle que j'ai faite trop rapidement parce que je bossais à côté, celle d'histoire. C'est-à-dire, je bossais à côté pour financer mes études dans un supermarché, comme beaucoup, puisqu'il y a plus de la moitié des étudiants qui font ça. Déjà à l'époque, et puis parce que quand j'étais à la fac, je passais beaucoup de temps à militer, parfois même un petit peu plus que ce qu'il faudrait, c'est-à-dire plus que du militantisme, c'était parfois de l'activisme. Qu'est-ce que vous aimez tellement dans le militantisme? Négocier, argumenter, convaincre, que des affiches, castagner, distribuer des tracts, l'euphorie collective, en un mot. En un mot. Si, qu'est-ce que vous aimez tellement? Découvrir des compétences qu'on ne croit pas avoir. En soi? En soi. Ouais. Moi, j'appartiens à une génération militée. Je ne parle même pas des idées révolutionnaires, qui étaient déjà un peu farfelues pour beaucoup. Le fait de s'engager, ça apparaissait comme de l'embrigadement. Or, pour moi, ça a été tout le contraire de l'embrigadement. Ça a été une source d'épanouissement extraordinaire. Par exemple, le goût de la lecture, plus que l'école. C'est pas que par militantisme, mais plus que l'école. C'est vrai que c'est le militantisme qui m'a donné envie de lire des livres pour développer l'esprit critique, les connaissances, pouvoir tenir tête à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, et à l'époque, il y en avait déjà pas mal. Donc c'est ça, je pense que... Tenir tête, c'est aussi castagner. Vous avez fait du rugby au Red Star, c'est ça? De Saint-Ouen, oui. Enfin, même si je n'ai pas la carrure. Non, je n'ai rien dit. Il y a pas de... Mais vous aimez bien le côté de la castagne, non? Non, pas plus que ça. Même si j'aime bien faire de la boxe, mais pas parce que je suis quelqu'un de violent, mais justement pour apprendre à être un petit peu plus méchant que ce que je suis en vérité. Oh, parce que vous êtes trop gentil. Mais c'est ce que les gens disent, mais il ne faut pas croire ce que les gens disent de toute façon. Vous croyez moins gentil qu'on croit?
Non, j'en sais rien, parce que j'ai entendu tellement de trucs sur mon image. C'est fou l'image. Alors justement l'image. Vous avez déclaré en septembre 2004 dans une revue qui s'appelle Contretemps, que je recommande, je vous cite, on demande à pouvoir vivre tranquillement sa vie sans que le parti se permette de la juger dans un sens comme dans un autre. Juger, mais qui peut juger? On se juge chez les trotskistes? Enfin, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé, y compris dans l'histoire de mon organisation. Les jeunes de ma génération, par exemple, le premier truc qu'on leur demande à la LCR, c'est de réussir leurs études, de trouver un emploi. Je pense qu'il n'y a peut-être plus la vague d'insouciance qui était peut-être vraie pour une certaine génération dans les années 68-70, et que la LCR, elle a changé. Elle est aussi à l'image de la société. Vous prenez, vous prenez un bus, un wagon de métro, vous retrouvez globalement ce que vous retrouvez à la LCR. Voilà, donc du coup, ça veut dire qu'on demande aux militants de pouvoir être exemplaire, militer. Quoi. Non, pas exemplaire, non, de pouvoir combiner une vie militante, engagée, une vie professionnelle, et puis une vie privée, voilà. Mais il faut être un type bien, quoi, c'est ça? Non, mais il n'y a pas de concours d'entrée chez nous. Non, mais parce que quand on dit on juge, parce que le mot que vous employez est fort, parce que après vous avez même dit autre chose dans cette revue Contretemps, porter une parole collective ou incarner une représentation publique, c'est se faire violence, c'est une souffrance. Je cite Besançon dans le texte. Dans le texte, oui. Expliquez-nous de quelle souffrance vous exactement parlez. comme ça. Je parle de faire violence. Non, je parle de faire violence. J'ai parlé de faire violence. Et ça peut devenir une souffrance. Mais en l'occurrence, je me sens plutôt pas mal. Mais il y a des hauts et des bas dans la représentation publique. Se faire violence, pourquoi? Parce que la démonstration que j'ai cherché à faire avec la LCR dans ces 2 campagnes, que j'ai pris au sérieux et que je prends au sérieux, c'est dire qu'en effet, on peut globalement être facteur, être militant. Se faire violence, c'est-à-dire vouloir tenir tête sur des plateaux télévisés à des gens qui vivent de la politique, qui sont nés là-dedans, qui font que ça, et pouvoir finalement assurer un minimum. Et la démonstration, moi, le truc que j'aurais gagné au moins, c'est ça, c'est dire vous y êtes arrivé. Et si j'y suis arrivé, ça veut dire que potentiellement, il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Non, mais la souffrance, c'est quoi? Parce que la souffrance, le mot est fort quand même. Une souffrance à être toujours comme en représentation. Je suis porte-parole. C'est pas moi seulement qui parle. Derrière moi, c'est une organisation. Non, mais j'ai pas l'air de souffrir, franchement. Non, donc mais, j'ai pas insisté là-dessus. Non, c'est sérieux. Non, parce que moi, je trouve ça très humain. C'est vous qui l'avez dit. Mais moi, non, mais humain, c'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Mais se faire violence, c'est déjà assumer une partie de l'aspect individuel qu'on a tous en nous, et je veux dire, c'est pas évident de tenir des propos face à des gens qui sont a priori plus carrés que vous. Moi, c'est vrai que j'avais ma fiche de paye en 2002, je me disais ça en disant, écoute, si je me plante, au moins je pourrais dire à certains qui sont en face de moi que je connais au minimum aussi bien la vie quotidienne de millions de personnes que... Mais c'est pas évident. La représentation télé, vous le savez, c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir une image extérieure, d'être vu dans la rue. Vous pouvez pas vous balader dans la rue sans qu'on dise tiens, c'est le facteur trotskiste, c'est Besancenot, c'est le candidat. Enfin, il y en a marre, quoi. Par moment, c'est ça qui souffrir aussi, souffrir d'une image extérieure. Non, mais j'ai pas envie de souffrir. Je souffre pas. Je vais bien. L'image. C'est vous qui l'avez dit. Moi, non, mais j'ai pas dit tout à fait ça comme ça. Il y a eu une petite accentuation, un moment de spin. Des moments de spin, on en a tous, bien sûr. Heureusement, sinon, ce serait pas humain. Mais plus que la représentation publique, c'est le militantisme. Le militantisme, surtout quand on défend des idées révolutionnaires qui ne sont pas encore majoritaires, c'est assumer le fait d'aller à contre-courant et des fois d'avoir des moments de solitude, c'est-à-dire donner des tracts à des gens qui n'ont pas envie de les prendre, mais toujours avec un moment d'espoir. Parce que les mobilisations sociales que j'ai pu connaître dans l'hiver 95, quand il y a eu la grande révolte contre le libéralisme, la mobilisation sur le CPE ou toutes les mobilisations que j'ai pu connaître, c'est l'idée que le type qui ne prend pas votre tract, à un moment, vous ne comprenez pas pourquoi, vous allez le retrouver pratiquement debout sur une table, à prendre la parole dans une assemblée générale et à tenir tête à son tour à des personnes à qui il n'aurait jamais pensé le faire. C'est-à-dire que potentiellement, pour moi, il n'y a pas l'espèce des militants d'un côté et de l'autre côté, la majorité de la population qui regarderait. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ait qu'un sentiment de révolte solitaire en ayant envie de péter son téléviseur en regardant le 20h, en écoutant Pujadas ou PPDA, voilà. A priori, il y a l'idée qu'à un moment donné, on peut partager ça collectivement. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de solitude dans le militantisme, mais il y a des sacrés moments d'enthousiasme et de bonheur, et plus encore. Et des moments amicaux, j'imagine, formidables. Regardez, il y a un ami à vous qui vous écrit une lettre, là. Si vous voulez bien, là. Je ne sais pas si je vais la prendre. Elle n'est pas piégée, elle n'est pas franchie. Ah oui, c'est vrai, pour un facteur, une lettre pas affranchie, c'est une catastrophe. Écoutez, vous voulez que je vous la donne, comme si j'étais moi-même? Non, on va. Alors, je le dis aux téléspectateurs, la lettre est de Gérard Miller, psychanalyste, qui est un ami d'Olivier Besancenot. Vous voulez bien nous la lire pour nous en faire profiter? Cher Olivier, je t'aime bien et je suis presque toujours d'accord avec toi. Pourtant, j'ai une crainte. Je crains que tu ne finisses par ressembler à Arlette. Arlette, tout le monde l'aime, l'a aimée ou l'aimera, car sa nature profonde est d'être aimable, c'est-à-dire inoffensive. Arlette, c'est une voix, une mélodie, une ritournelle. Ce qu'elle dit n'a jamais aucune conséquence. Eh bien, vous tous, à l'extrême gauche, en vous montrant incapables de mettre sur pied une candidature unique, vous êtes arlettisés. Et toi-même,
Si convaincant quand tu parles, tu risques de devenir notre nouvelle berceuse nationale, le fils caché que Trotsky avait eu avec Nounours. Aurais-tu, j'imagine. J'imagine. Oui. Il ne faudrait pas, en effet, cher Olivier, que tu te contentes d'être le meilleur de nos orateurs, car tu ne serais alors que le meilleur de nos marchands de sable. Amicalement, Gérard Miller. J'espère que je ne vais pas l'endormir, quand même. Non, et comment vous avez envie de répondre en un mot, comme ça? Peut-être que j'irai le consulter, j'en sais rien. En un mot, c'est méchant pour Arlette, pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà, premièrement, c'est-à-dire que... À qui vous ne voulez pas ressembler? Vous ne voulez pas être pendant 30 ans candidat et non, moi c'est vrai que j'ai dit et je redis qu'individuellement, je ne me projette pas comme étant l'éternel candidat d'extrême gauche aux élections, parce que pour moi, l'engagement politique, c'est aussi pas que les élections. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais pouvoir continuer à mobiliser dans les mobilisations. Mais c'est à ça que je crois quand même, fondamentalement. Et Arlette aussi, d'ailleurs. Ce que Gérard Miller ne dit pas assez. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que le peu d'acquis sociaux dont on bénéficie encore dans ce pays, genre la protection sociale, les services publics ou même les congés payés, quand même, idée folle d'être payé à rien faire, on les a eus pas parce que ça figurait dans des programmes électoraux de partis institutionnels, pas même contrairement à ce que j'entends, dans le programme électoral du Front Populaire. Ça y était pas. S'il y a eu ça, c'est parce qu'il y a des mobilisations sociales exceptionnelles, que nos anciens ont parfois occupé les usines en 1936, à la Libération, en 1968. Comme le nom à la Constitution, séquence nostalgie, regardez. Parti communiste, LCR, chevènementiste, socialiste et vert en dissidence, mais aussi syndicalistes, associatifs et lycéens. Depuis des semaines, ils s'unissent pour une double circonstance, défendre le nom des gauches et rejeter une constitution baptisée ici, en chœur, bien trop libérale. Une union des gauches pour le plus grand plaisir du facteur trotskiste. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on se croise dans les combats, dans les luttes, et qu'il était temps qu'on se retrouve sur le terrain politique pour une bataille unitaire. Vous vous rendez compte, Olivier Besancenot, quelle belle affiche, alors les 3B ensemble, tout ça, Buffet, Besancenot, Fou, etc. Et dans Envoyé spécial, excellente émission du 12 janvier 2006, vous aviez déclaré comme un orfèvre lyrique, on a construit quelque chose qui est du domaine du bijou politique. Je cite Besancenot. Ça, c'était la gauche de la gauche, etc. Et les noces ont été de courte durée, les égos ont été plus forts, les égos à la gauche ont été plus forts que les bijoux du temps passé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une logique boutiquière? Enfin, chacun son truc, allez. Non, mais c'est pas une affaire boutiquière, mais moi je comprends la frustration de vous êtes tous les trois centaines de milliers de personnes, mais il y a aussi Arlette, bien sûr, qui comprennent pas ce rendez-vous électoral loupé après l'espoir de la campagne. Moi, ce que j'ai dit dans ce meeting, je continue à le penser, c'est le projet politique de la LCR de rassembler sans sectarisme l'ensemble des forces anticapitalistes dans l'espoir qu'était né, c'est-à-dire de construire une gauche à la gauche de l'ex-gauche plurielle. Et c'est pas une affaire d'ego. Pourquoi? Parce que finalement, on a buté sur une question qui est l'affaire du rapport au Parti socialiste, et qui n'est pas une petite affaire quand on parle des élections présidentielles ou législatives. Et c'est vrai que moi, j'ai dit qu'on voulait construire un rassemblement durable, pas qui pète à la première échéance venue. Si c'est pour jouer les shows au moment des élections, pour mieux rallier le Parti socialiste au pouvoir et continuer à faire une politique social-libérale, c'est vrai que j'ai préféré dire que moi, je passais mon tour. C'est pas une affaire d'ego, même par rapport à Marie-Georges Buffet. Je veux dire, il y a un procès qui a été fait du type... parce que ce qui a été dit, c'est Marie-Georges Buffet a fait une type d'OPA sur les collectifs unitaires. Ce serait... Croire que le PC aurait fait ça parce qu'il pensait que c'était le meilleur point de vue du casting, du point de vue de l'ego, c'est pas comprendre. La direction du PC a jamais imaginé qu'une éventuelle candidature unitaire puisse échapper au contrôle de la direction du PC, parce que le coût était plus fort à payer en cas d'accord unitaire, avec un accord tiré trop à gauche et qui couperait la direction du PC d'un rapport durable dont elle a besoin avec le PS pour les législatives et les municipales. Nous, on n'a pas 11 000 élus, c'est vrai, par exemple, à sauver, entre autres, dans un groupe parlementaire ou dans les élections municipales. Alors, ça ne veut pas dire qu'on repart de zéro, mais il y a ce désaccord-là. Ça veut dire aussi que Ségolène n'a pas une force royale, n'a pas une force de réserve à l'extrême gauche. Et donc, ça, là, tout le monde sait que le coup du 21 avril 2002, dont on va parler peut-être avec lui, Alliot, recommence. C'est-à-dire que... en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand le Parti socialiste... Vous prenez ce risque-là? Non, sûrement pas. D'abord parce qu'en avril 2002, il y a 5 partis qui ont gouverné ensemble. Socialistes, communistes, radicaux de gauche, écologistes, chevènementistes. Ils ont gouverné de ce côté-là, les chevènementistes et les radicaux ont rejoint. Non mais là, revenons à 2002, puisqu'on parle de 2002. 5 ans, ils ont gouverné ensemble. Ils ont annoncé les uns et les autres que si ça marchait, ils allaient refaire une gauche plurielle. Moi, à l'époque,
puisqu'ils avaient gouverné ensemble, je ne les ai jamais empêchés de présenter une seule candidature. Moi, j'étais dans une opposition gauche, certes minoritaire à la gauche plurielle numéro 1, mais elle existait, c'était logique que je fasse entendre ma voix. J'étais pas dans la gauche plurielle numéro 1, je ne serais pas dans la gauche plurielle numéro 2, donc c'est légitime que je fasse entendre cette voix. Maintenant, que le Parti socialiste n'ait pas de réserve de voix à l'extrême gauche, c'est clair que quand le Parti socialiste verrouille administrativement la possibilité pour les uns et les autres de se présenter au premier tour, c'est clair qu'il ne faut pas attendre ensuite avoir des réserves au deuxième tour. Mais c'est vraiment un mauvais calcul de la part du PS, je pense. Mais au fond, à quoi bon tout ça? Vous écrivez, si on regarde un peu dans le rétroviseur, on s'aperçoit que tous les grands progrès sociaux ont été acquis dans les luttes, et non par les urnes. Les élections seules ne changent pas les choses. C'est dans votre livre, Révolution, paru chez Flammarion, page 138. Alors pourquoi un tel acharnement à vous présenter? Mais parce que le suffrage universel, c'est important, que moi, dans le projet de société que je préconise, qui est aussi dans Révolution, je préconise un type de société où il y aurait une combinaison du suffrage universel et de la démocratie directe. La suppression de la fonction présidentielle, d'ailleurs. Mais comme ça a été au moment de la Commune de Paris, par exemple, où ça a déjà été expérimenté, entre autres. Alors la société pour laquelle je me bats, c'est vrai que pour l'instant, elle n'existe nulle part, mais c'est aussi pour ça que je milite. Maintenant, c'est logique que je fasse entendre la voix que je défends au moment des luttes, au moment des élections. L'extrême gauche aux dernières élections, c'est vrai que c'était plus de 10%, et que ça pèse, parce que la gauche plurielle, c'est qu'il y a une gauche à sa gauche. Et ça joue, y compris pour des tas d'électeurs du Parti socialiste. Je sais qu'il y a des électeurs du Parti socialiste qui ne voteront pas pour moi à ces élections, mais qui me disent, au moins avec ta candidature, qui est peut-être la plus indépendante de la direction du PS, il y a au moins une candidature qui est libre, qui n'est pas tenue par un accord politicien, quelqu'un qui ne veut pas négocier, par exemple, une circonscription électorale, un poste ministériel, et qui, du coup, peut dire quelques vérités au Parti socialiste. C'est pour ça que je parlais de mauvais calcul de la part du PS. Ce qui explique aussi, entre parenthèses, ce qui se passe avec Bayrou. Que Bayrou gagne des voix à la droite parce que Sarkozy fait peur, ça paraît logique. Qu'il en gagne à sa gauche, c'est plutôt étrange. Alors, mon problème, les déçus de Ségolène Royal, voterez-vous? Des déçus qui disent, par exemple, sur la question de l'éducation nationale, on ne comprend pas que Ségolène Royal veuille remettre en cause la carte scolaire, qu'elle veuille nous faire travailler plus longtemps. Alors, à cela, je leur dis quand même que ce serait quand même plus logique de sanctionner la politique de Ségolène Royal à sa gauche plutôt qu'à sa droite, parce que François Bayrou, il reste à droite. Moi, je me souviens, dans mon histoire politique, en 1994, j'avais manifesté à un moment où il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue, à l'époque où François Bayrou voulait financer publiquement l'école privée. Mais si votre règle d'or, c'est en politique, c'est de systématiquement refuser le compromis, vous avez dû au moins une fois dans votre vie faire entorse à ce beau principe. C'était le 3 mai 2002, entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Vous avez appelé à voter Jacques Chirac. Mais avant, je voudrais qu'on revoie une image, c'est celle de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui appelle les maires. On va retrouver Louis Alliot. On va retrouver Louis Alliot, secrétaire général du Front National. Mais avant, je voudrais revoir celle où Nicolas Sarkozy appelle les maires à vous apporter leur signature. C'était lundi soir. Regardez, c'est tout neuf. Lundi soir, regardez Nicolas Sarkozy. Votre parti a lancé un appel aux maires sans étiquette pour qu'ils apportent les parrainages nécessaires aux candidats qui n'ont pas encore leurs 500 signatures. C'est le cas de Jean-Marie Le Pen. Il faut sauver Jean-Marie Le Pen? Non, ce n'est pas simplement le cas de Jean-Marie Le Pen. Besancenot. On ne peut pas dire que M. Besancenot soit proche de moi. Il représente l'extrême gauche. Eh bien, je trouve qu'il serait dommage qu'un homme comme M. Besancenot ne puisse pas participer à la compétition présidentielle. Et qu'un homme comme Jean-Marie Le Pen ne participe pas? Eh bien, sur un plan démocratique, oui, tout à fait. Parce que l'idée que je me fais de la démocratie, voyez-vous, c'est que les candidats puissent exprimer leurs idées. Moi, je combats les idées de M. Le Pen. Mais je me battrai pour que M. Besancenot, comme M. Le Pen, puissent les défendre. La démocratie ne doit pas être confisquée par un petit nombre de gens. Alors, je vous présente Monsieur Louis Alliot, qui est le secrétaire général du Front National. Je ne sais pas si vous êtes déjà rencontré, je ne sais pas. Non, jamais. Non. Même par hasard. Enfin, pour vous, alors la LCR, pour Monsieur Alliot, c'est le parti de l'agitation et de la violence. Donc les choses sont claires. Et le Front National, en un mot, pour vous, c'est... Vous imaginez que je n'ai pas autant d'estime réciproque, on va dire. Très bien. Donc lundi, on a entendu Nicolas Sarkozy. Il appelle à ce que des maires donnent leur signature pour vos deux partis, étrangement liés, vos deux partis. Alors, est-ce que vous voulez exprimer publiquement votre gratitude au ministre de l'Intérieur, Monsieur Alliot? Allez, la caméra est là, vous la regardez, vous dites ce que vous voulez. On n'exprime pas la gratitude, simplement on prend acte qu'il y a au moins en France aujourd'hui, dans la République française, une droite qui a pris ses responsabilités pour permettre le pluralisme des opinions, parce qu'il n'était pas normal qu'un candidat qui a fait pratiquement 20% la dernière fois, qui était au second tour, et qui est suivi par des millions de Français, ne puisse pas se présenter à cette élection, comme il était anormal qu'un candidat comme M. Besancenot ou Mme Laguillet ou d'autres ne puissent pas se présenter à l'élection. Ce que je remarque, c'est que si la droite n'est pas sectaire, il faut le dire, la gauche et le Parti socialiste en particulier font preuve dans ce pays d'un sectarisme qui est dangereux pour l'avenir.
Ah, mais alors, il n'y a pas d'arrière-pensée chez Sarkozy? Il y a sûrement une part, évidemment, d'arrière-pensée. C'est pour législatif, c'est pour premier tour, c'est le deuxième tour, pardon, c'est quoi? Les électeurs ne sont pas des moutons. Ils feront ce qu'ils veulent, en fonction des intérêts qui sont les leurs. Et vous avez envie de dire quelque chose, un merci public déjà demandé, Sarkozy? non, je vous ai déjà demandé, on passe à autre chose. Parce qu'il a, non, mais il a fait une annonce qui est de toute façon, à l'heure actuelle, ce que je peux vous dire, c'est que nous ne touchons aucune signature nationalement, ni de l'UMP, ni même du Parti Socialiste. D'ailleurs, c'est même pas ce qu'on leur demande. Jean-Jacques Ayagon, conseiller régional de Lorraine, a tiré au sort, il est tombé sur vous. Il faut l'appeler la Française des Jeux. C'est quelqu'un qui a tiré au sort. En effet, alors chaque fois que j'avais gagné au loto, sur Besancenot. Mais ça, c'est une annonce médiatique supplémentaire. On essaie de nous faire du côté de l'UMP le coup du baiser qui tue, puisqu'évidemment qu'après, quand on va voir les élus sur le terrain, ils nous disent mais ça y est, il vous les a donnés. Ben non, il a rien donné du tout, bien entendu. Mais ce qu'on ne demande pas, un autre dans l'heure, ce qu'on ne demande pas, dans l'heure. Oui, mais de toute façon, comme tous ces gens-là veulent à tout prix rendre public les noms, on pourra les vérifier. Par ailleurs, il y a des élus de droite, en 2002 aussi, qui avaient donné extrêmement minoritaires. Mais nous, c'est dans des petites communes majoritairement qu'on va. Donc je dis une fois de plus à ceux qui nous écoutent qu'on ne les a pas. Et tous ceux qui me disent, écoute, si t'en manque une, je te la donnerai, là, il reste 4 jours. Qu'il le fasse. Voilà, il reste 4 jours. 4 jours. 4 jours. 4 jours pleins. 4 petits jours. Alors, et sérieusement, au FN, vous en manque combien? Une trentaine, encore aujourd'hui. Qu'on va chercher là, dans les jours qui viennent. On est moins inquiets que la semaine dernière, mais on va les chercher une par une. Donc il y a eu un effet Sarko pour vous, un effet Sarkozy. Il y a eu un effet de déclaration, pas seulement de Sarkozy, des associations de maires de France, etc. Et puis beaucoup de maires nous avaient dit déjà il y a 6 mois, si vous ne les avez pas au dernier mois, c'est tellement anormal qu'on vous les donnera. Donc aujourd'hui, bon voilà. Ils se sentent dédouanés un peu par ce qu'a dit Sarkozy, c'est ça? Voilà, par le pouvoir en général. Bon, et si vous ne les obtenez pas, est-ce que vous lancerez le mot d'ordre tout sauf Sarkozy, comme ça, au deuxième tour et aux législatives? Je crois que Jean-Marie Le Pen a dit qu'il n'y aurait pas de mot d'ordre, mais que les électeurs, évidemment, s'en prendront prioritairement à ceux qui tiennent le pouvoir et qui auraient pu modifier cette loi et qui ne l'ont pas fait. Donc pas de fatwa anti-Sarkozy? Non, pas de fatwa pour l'instant, on verra plus tard. Il y aura peut-être une fatwa possible. On verra. Très bien. Donc, tous les deux, vous avez, si j'en crois certains discours de Jean-Marie Le Pen, en particulier à Lille, à la Convention de Lille, où il y a des ennemis communs, étrangement, entre la LCR et vous, le Front National, l'ultralibéralisme, le grand capital, sans foi ni loi, la mondialisation qui mettrait notre pays à genoux. Vous voulez que je vous cite Jean-Marie Le Pen dans le texte? Non, le pouvoir appartient à quelques milliers d'analystes, de traders, de gestionnaires qui n'ont qu'un seul but, le taux de profit à 2 chiffres, une seule nation, l'argent, le capitalisme prédateur, de la mine à la forge et par la lutte syndicale que les travailleurs obtinrent des conditions de travail décentes, des salaires acceptables dont on ne leur fit jamais cadeau. Alors, je ne sais pas s'il y a eu l'international après ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il faudrait bien entendu citer les autres citations. Je sais bien. Non, mais ce que je veux citer, là, c'est parce que c'est quand même étrange, ce discours-là. Est-ce que... vous savez que Alain Soral, qui travaille avec vous, qui est un idéologue qui vient je crois, de l'extrême gauche... du Parti communiste. Du Parti communiste. A carrément dit, alors attention, vous êtes bien assis, que Marx, vivant, voterait Le Pen. Réaction. Oui, de toute façon, Jaurès voterait Sarkozy aussi, paraît-il. Donc de toute façon, chacun va puiser dans l'histoire des choses qui font plutôt bondir, mais il faut se rappuyer plutôt sur la fin des citations, parce que Le Pen dit ça, mais il dit plein d'autres choses. Il dit par exemple qu'il faut diminuer l'impôt sur les bénéfices des sociétés, qu'il faut diminuer l'impôt sur les plus-values boursières, qu'il faut diminuer l'impôt sur les grandes fortunes. Donc c'est-à-dire pourquoi? Qu'il faut carrément abolir un terme, l'impôt sur les revenus, qui est quand même l'impôt, je le répète, le plus juste, parce qu'il y a la progressivité, qu'il faut bien entendu alléger les charges, c'est-à-dire une mesure libérale, comme on en a connu depuis plus de 30 ans. Dès qu'on arrive aux mesures concrètes, et d'ailleurs dans l'action concrète, l'ensemble des élus du Front National mènent à chaque fois une politique qui est du côté des plus libéraux, un programme politique de droite, avec une version pour moi xénophobe, bien entendu, mais sur le fond, qu'est-ce que ça? C'est-à-dire que le fond du libéralisme depuis plus de 30 ans, c'est de nous dire... Il n'y a pas suffisamment de pognon pour tout le monde, donc pour régler les problèmes, il faut déshabiller Pierre pour habiller Paul. Oui. La version xénophobe du Front National, c'est dire Pierre et Paul, rassurez-vous, mais il faut déshabiller Mohamed et Mamadou, comme ça, il y aura du boulot pour tout le monde. Et du coup, on touche jamais à l'essentiel, qui est le problème de la répartition des richesses. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une explosion sociale digne de ce qui est cité là, dans ce pays, l'hiver 1995 sur la sécurité sociale, la mobilisation sur les retraites, le CPE, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, Jean-Marie Le Pen était du côté de Juppé, de Balladur, de Fillon et consorts. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une explosion sociale... J'ai compris. Donc tout ça, pour vous, c'est le simulacre. Oui. Bon, alors, c'est une caricature. Pourquoi c'est une caricature? Ce qu'il vient de dire, parce que, par exemple, nous ne pourrions pas aller dans les manifestations contre les gouvernements, même Juppé ou...
tout simplement parce que la LCR et d'autres organisations violentes nous empêcheraient d'y venir. Sinon, vous auriez eu envie. Ah, en 95, très certainement. Plus d'1 million dans la rue, on est extrêmement nombreux. Oui, vous savez très bien de quoi je veux parler, monsieur Besançon. Non, allez-y, non, moi je ne sais pas. Mais les groupuscules, Ralph Front, tous ces gens qui font œuvre d'antiracisme, ce qui masque une idéologie qui n'existe plus dans les faits. Alors, monsieur Besançon se dit le trotskisme et le communisme, depuis la chute du mur de Berlin, on voit bien que plus personne n'ose même en Europe se revendiquer du communisme. Ils ont tous changé de nom, sauf en France. Le Parti communiste, la Ligue communiste révolutionnaire, garde encore ces termes qui font frémir, quelque part. Ils en sont fiers. C'est la démocratie, il n'y a pas de problème. Simplement, aujourd'hui, ils utilisent l'antiracisme comme paravent de cette idéologie. C'est pour cela qu'ils poursuivent systématiquement le Front National de qualificatifs mensongers, caricatures, etc. Mais peu importe. Pour en revenir aux impôts, puisque M. Vincenot a mis le curseur... Dites-moi, vous pensez vraiment que Marx aurait voté Le Pen? Non, c'est la doctrine du Front National? Moi, je ne suis pas marxiste. Ça, c'est M. Soral, à titre personnel, qui l'a relevé. Moi, je pense que le marxisme est une science du passé, qu'elle a fait beaucoup de dégâts, y compris dans la classe ouvrière, et qu'aujourd'hui, je préfère me consacrer à l'avenir et non plus à ce qui s'est passé il y a déjà bien longtemps. Pour en revenir à l'économie, monsieur Besançon... Parce que sur l'économie, il y a beaucoup de choses à dire entre vous. Allez-y. Il faut libérer un peu le monde du travail et des entreprises, et notamment des petites entreprises qui sont, il faut bien le dire, surchargées d'impôts. Vous allez dire travailler plus pour gagner plus, c'est ça Oui, un peu aussi, pareillement. Mais les petites entreprises, il faut aussi leur permettre de gagner l'argent d'une manière honnête, sans être persécuté par le fisc. Et puis, quand il va parler de l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt sur le revenu du travail. Il est quand même extraordinaire dans ce pays que plus vous travaillez, plus vous payez d'impôts. Il est évident que si vous payez moins d'impôts, l'argent que vous aurez à votre disposition, vous le remettrez dans la consommation ou dans l'épargne, et ainsi vous relancerez l'économie. Car sinon, c'est un serpent qui se mord la queue, en quelque sorte, et ce système finira... Oui. Non, franchement, non, je voulais repasser la parole à M. Besançon, et vous allez réagir. Franchement, quand vous avez appris en 2002 que le Front National avait fait, je crois 27% d'ouvriers avaient voté Front National en 2002. Quelle était votre réaction? Mais alors vraiment comme ça. Ma réaction, c'est que c'était pas une surprise parce que malheureusement, c'est une catastrophe, bien entendu. Moi, j'arrête pas de croiser depuis 2002 des militants, puisque je vais dans les usines avec des salariés qui, en effet, parfois même me disent « Écoute, Olivier, je suis pas raciste. On sait qui c'est, Le Pen. » Bien entendu qu'on se souvient de l'inégalité des races, le détail sur la chambre à gaz, on sait qu'il est raciste. Mais moi, je le suis pas. Et si je vote Le Pen, c'est parce que je pense que ça va tout péter. Et la démonstration que je veux faire à tout cela, c'est qu'en effet, ça va rien péter du tout. Sauf peut-être pour les libertés publiques, et par rapport à l'immigration, ça c'est évident. Mais du point de vue du programme économique, c'est d'ailleurs pour ça que c'est super intéressant de les faire parler économie, c'est quand on les écoute parler, travailler plus, gagner plus, on écoute Sarkozy, Juppé en boucle. Sur le CPE, c'est Jean-Marie Le Pen qui expliquait le 13-03-06, au moment pleine mobilisation du contrat de première embauche. Le combat contre le CPE est devenu le combat contre les jeunes qui veulent travailler. Je pourrais faire les mêmes citations à chaque fois qu'il y a une mobilisation des travailleurs dans ce pays beaucoup plus large que les rangs des seuls révolutionnaires. Mais vous êtes toujours du côté des plus riches. Et pourquoi ? L'action même des élus dans les conseils régionaux, quels que soient les discours, c'est systématiquement de jouer la politique libérale. C'est-à-dire que les plus libéraux, les plus riches, y compris les plus grands groupes qui touchent par exemple des subventions publiques, qui font des bénéfices et qui licencient quand même, peuvent toujours compter sur la discipline des élus du Front National, y compris vous, d'ailleurs en Midi-Pyrénées. Je pense que vous vous souvenez d'une entreprise, c'est dans l'Ariège, qui s'appelle Fortec. Oui, bien sûr. Vous vous souvenez sûrement du moment où il y a eu l'annonce de 250 suppressions d'emplois, cette entreprise qui faisait des bénéfices. Vous vous souvenez peut-être un peu moins que juste avant, en plus des 3,3 millions d'euros, cette entreprise bénéficiaire avait bénéficié. Il y a eu une rallonge supplémentaire du Conseil régional auquel vous figurez, de 800 000 euros que vous avez voté des deux pieds des deux mains. Les salariés s'en souviennent encore. Vous pouvez me dire qui dirigeait l'exécutif ? Vous pouvez me dire qui dirigeait l'exécutif ? À chaque fois, vous les avez votés. Non, mais dites-moi qui dirigeait l'exécutif ? À l'époque, vous êtes dans la commission Monsieur permanente. Malvy, non ? Oui, excusez-moi, le socialiste Malvy, avec des communistes, et avec Monsieur Sanchez de la LCR. Oui, Monsieur Sanchez, vous en parlez. Je vais vous dire quelque chose, puisque visiblement, vous avez la mémoire un petit peu courte. En décembre 98, Monsieur Sanchez, il proposait au Conseil régional... Attendez, on ne va pas entrer trop là. Non, mais c'est un détail. Mais c'est du social. C'est du social. Oui, mais j'ai d'autres trucs. Monsieur Sanchez, conseiller régional, LCR, proposait une loi, enfin une directive qui permettait la gratuité des transports collectifs pour les précaires et les chômeurs, que vous êtes empressé évidemment
de ne pas voter une fois de plus. Évidemment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une mesure sociale, répondez pas là-dessus, pas là-dessus. Oui, Mais qu'est-ce attendez, que il faut bien répondre à quelque chose. Oui, mais vous cherchez quoi? Vous cherchez l'électorat de la classe ouvrière. Sur Non, mais quelle il est base évident que la classe ouvrière n'est pas une classe un peu bête, comme le croit M. Besancenot. Ils ont bien compris où étaient leurs intérêts. Ils ont bien compris où étaient leurs intérêts. S'ils votent Le Pen, c'est qu'ils savent très bien que du côté de l'extrême gauche, pour tout c'est simple, l'extrême gauche veut abolir les frontières de la France, de l'Europe, pour permettre à tout le monde d'être citoyen du monde. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils mettent par là même tous les emplois sur le territoire en concurrence avec les emplois du monde entier. Et que les patrons ainsi favorisés, parce qu'ils sont complices du grand patronat, celui qu'ils bien sûr, parce que les grands patrons... Ça saute aux yeux. Mais bien sûr, parce que les grands patrons, pour aller faire des coûts de production, délocalisent leurs activités et ainsi permettent les ouvriers d'être au chômage et quel serait l'intérêt revers de la médaille, permettent au patronat en France, au grand patronat, de faire venir de la main-d'œuvre immigrée pas chère, parce que c'est ça aussi l'immigration clandestine, c'est permettre de jouer sur les salaires par le bas, et ils sont complices de cette affaire-là aussi. Mais pourquoi? Alors pour quelle raison? Je ne sais pas si idéologique. Moi, ce que je sais, c'est que nous défendons la France et les travailleurs français dans un marché national protégé aux frontières de l'Europe. Le fameux marché commun, ça c'est clair. Nous luttons contre... Donc vous êtes complice du grand patronat? Oui, bien entendu. Bien évidemment. Les gens jugeront, puis je crois qu'on a un débat après. On pourra quel aveu sur ce plateau? Absolument, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais les ouvriers votent pour nous. Attendez, vous énervez pas, je vais essayer de répondre à ce que vous dites. C'est bizarre parce que... les employés, les chômeurs, etc. C'est bon. Oui, ça y est, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, c'est vrai. Mais vous répondez jamais aux questions concrètes. C'est-à-dire, dès qu'on parle concrètement, pose une question. Les subventions publiques, l'argent des impôts, y compris des travailleurs français. Oui, mais ça dépend des entreprises. Mais laissez-moi terminer. Ces Ah, entreprises qui licencient, vous les votez à chaque fois. Et moi, la démonstration que je veux faire dans cette campagne, c'est en effet à tous ceux que je croise. C'est leur dire, les élus du Front National, vous pourrez compter sur eux dans vos mobilisations pour à chaque fois être contre vous. Aider le patronat. Concrètement, l'argent des impôts, le meilleur contre-exemple, c'est que vous voulez mettre de l'argent public dans la société Airbus. Alors, racontez pas d'histoire. Alors là, c'est bon et ailleurs, c'est pas bon. Vous pouvez laisser les gens parler 30 secondes. Prenez sur vous. Moi, je fais la même chose quand vous parlez. De toute façon, on ne va pas se convaincre, a priori. C'est plutôt par respect pour ceux qui nous écoutent. Vous parlez de l'aéronautique Fortex, c'était de la sous-traitance pour ça. Là, ça ne vous dérange pas de donner de l'argent, des impôts à des gens qui ensuite vont licencier Aérospatiale quand c'était public? Bah oui, je le pense. Ça fonctionnait plutôt pas mal. Et M. Lagardère, il a touché les aides publiques que vous avez à chaque fois votées dans tous les conseils régionaux sur le dos de cette privatisation. Et moi, ce que je propose en effet aux travailleurs qui nous écoutent, c'est d'aller récupérer l'argent public qu'on a donné à M. Lagardère. 5 milliards d'euros, petite cagnotte avec Daimler Chrysler, actionnaire allemand. Alors là, il n'y a pas de problème de frontière parce qu'en effet, les actionnaires sont internationalistes. Eh bien, il faut que les travailleurs le soient aussi. Et d'ailleurs, les salariés d'Airbus, ils l'ont bien compris, puisque c'est des mobilisations européennes qu'ils effectuent. Ils écrivent noir sur blanc, ces deux actionnaires, noir sur blanc dans la presse économique, avec un certain cynisme, que la suppression de 10 000 emplois, ça va leur apporter 2 milliards d'euros supplémentaires, rien que ça. Ben moi, ce que je dis, quand Gallois parle du droit à l'ingérence dans l'économie, quand on parle d'ingérence dans l'économie privée, il dit les pouvoirs publics, il ne faut pas qu'ils s'ingèrent. Eh bien, Gallois, l'ingérence, ça ne le gêne jamais quand il s'agit de toucher l'argent de nos impôts. Et moi, ce que je dis, c'est ce qu'on a été capable de donner. Il faut être capable de le récupérer. Et les multinationales semencières, elles, par décision de justice, elles peuvent aller récupérer l'argent jusque dans les comptes en banque des militants anti-OGM. Là, les huissiers déboulent. Vous savez, Gilles Lemaire, l'ancien porte-parole des Verts, va voir son appartement réquisitionné à cause d'une décision de justice. La propriété privée de Gilles Lemaire dans les pouvoirs publics, tout le monde s'en tape. Par contre, la propriété privée de M. Lagardère, c'est du sacré. Oui, je propose Aérospatiale 100% public. Et moi, les subventions dans les conseils régionaux, vous pouvez dire qu'il a privatisé Airbus en même temps? C'est la gauche que je combattais, moi. Mais vous voterez pour Royal au cas où Mme Royal est au second tour? Si c'est contre vous, des deux pieds de deux mains, j'hésiterai pas une seule seconde. C'est le vote suicidaire, quoi. C'est un vote suicidaire pour lui de voter Mme Royal au deuxième tour? Puisqu'il faut battre la droite à tout prix, y compris en votant pour la gauche, même si la gauche fait la politique de la droite, si vous voulez. Bon, c'est un non-sens absolu. En 2002, au moins, Mme Laguillet a eu le courage de dire non, on ne peut pas voter Chirac. Et elle avait annoncé la couleur. Eux, ils préfèrent voter pour M. Chirac, comme ils l'ont fait en 2002, et de même pour Mme Royal, si Mme Royal est au second tour. Ce que vous ne croyez pas? C'est pas dit aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà. Plutôt que d'être fidèle à des convictions et à ne pas soutenir la gauche si la gauche ne mène pas la politique qui est censée être défendue par sa propre organisation. Et pour lui, visiblement, c'est pas pareil, la gauche. C'est comme nous. Vous savez ce dont je suis fier, moi, en tous les cas, c'est le soir du 21 avril, d'avoir dit à une moment de la gauche, paniquait un peu, disait non, descendez pas dans la rue. C'est d'avoir dit à la majorité de la population, il faut descendre dans la rue. Il faut montrer que la peur n'a pas changé de camp.
qu'il y a encore une mobilisation démocratique de la jeunesse. Parce que c'est vrai. Et le résultat, c'est quoi? Mais laissez-moi terminer. Le résultat, c'est que vous avez politique une déferlante. Économique qui a vous continué, avez une déferlante. des ouvriers, laissez terminer. des Vous avez une déferlante dans la rue, qu'on n'a pas changé le monde, ça c'est clair et net. Mais qu'en tous les cas, on vous a prouvé d'abord qu'on était toujours là, que deuxièmement, sur le terrain de la classe ouvrière, dans le terrain des entreprises, on vous concurrence et on est là, et qu'il y a même des électeurs de chez vous qui discutent avec nous, qui savent quel est votre vrai visage, qui ont été peut-être désemparés à un moment donné en disant « Allez, ça va tout péter », et qui commencent à capter dans quel camp on vous verra situez. dans 2 mois, monsieur. Oui, on verra, bien sûr. Messieurs, quand on dit que Sarkozy, parfois, reprend les idées du Front National, ça vous inspire quoi, monsieur Alliot? Je prends un exemple. Il a proposé de créer un super, je ne sais pas pourquoi je l'appelle super, c'est moi qui super, enfin en tout cas un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Vous applaudissez des deux mains? Non, enfin, c'est un ministère qui a au moins 20 ans de retard. Il aurait fallu se préoccuper de ce problème il y a déjà 20 ans. Il n'a pas tort, il est en retard, c'est ça? Oui, il est très en retard sur la question. Et il a lié ça à l'identité nationale. Alors si ça continue, l'identité nationale, c'est un musée de l'identité nationale qu'il faudra créer, non plus un ministère. Donc nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec lui. Surtout qu'il est quand même ministre. Il est ministre de l'Intérieur depuis 2002 et il n'a rien fait en la matière. Et s'il se préoccupe de ces sujets, c'est qu'à mon avis, il a des indications comme quoi ça intéresse les Français, que ça préoccupe les Français et qu'il essaye évidemment de concurrencer le Front National sur son terrain, j'allais dire, de prédilection. Donc voilà. il essaie de vous séduire? Non, il ne séduit pas. C'était un petit effet d'annonce. Mais comme le dit Jean-Marie Le Pen, ils préféreront l'original à la copie. Et vous, comment vous réagissez à ce ministère de l'immigration et de l'identité nationale? C'est malheureusement quelque chose de révoltant et une illustration supplémentaire que Sarkozy lorgne en effet et cherche à draguer l'électorat de l'extrême droite. C'est pas une surprise, tout le monde le sait. Alors maintenant, de 2 choses l'une. Soit il arrive à piquer une partie de l'électorat du parti de monsieur, soit il lui ouvre un boulevard. Mais c'est l'un ou c'est l'autre. Et c'est pour ça que dans les 2 cas, c'est extrêmement dangereux. Et la conséquence pratique de la politique de Sarkozy, c'est de la combattre évidemment sur le terrain, parce que pour moi, elle me paraît révoltante. Mais plus que ça, c'est distiller ce venin qui fait que finalement, y compris dans une bonne partie des couches populaires, parce que je le vois bien, c'est faire des boucs émissaires. Et les boucs émissaires, c'est super pratique, parce qu'on cherche à s'en prendre à celui qui est à côté, parce qu'il est un peu basané, parce qu'il est différent de vous, plutôt que de s'en prendre à ceux qui sont en haut, qu'on ne voit jamais, qui sont bien français, ceux-là, et qui vous exploitent. Et sur ce terrain-là, M. Sarkozy et le Front National sont absolument d'accord là-dessus. Et sur les mesures concrètes, on le voit. C'est-à-dire qu'y compris le venin, par exemple, de Sarkozy a été distillé sur la politique du logement. J'avais un débat un jour avec Marine Le Pen qui expliquait par exemple que c'était évident qu'elle n'était pas pour appliquer la loi de réquisition des logements vides, qu'elle n'était pas pour appliquer et sanctionner ceux qui ne respectent pas l'article 55 de la loi SRU, vous savez, qui programme plus de 20% de logements sociaux dans les plus grandes agglomérations. C'est-à-dire poser le scandale et continuer à dire finalement il n'y a pas suffisamment de logements pour tout le monde, donc on va shooter les immigrés. Or, je le redis à ceux qui nous écoutent, il y a 1,3 million de personnes qui attendent un logement social, il y a 2 millions de logements qui sont laissés vacants, et pas par des particuliers, par des entreprises bancaires, des assureurs qui spéculent sur l'immobilier, des appartements qu'on devrait pouvoir récupérer simplement parce que c'est la loi. Et cette loi-là, bien entendu, ne sera jamais appliquée par le parti de monsieur. Mais pour vous, Sarkozy et le Front National, c'est blanc bonnet blanc, pour reprendre ces vieilles expressions. Il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité méchante, oui. Je pense que sur ce terrain-là, ça va de plus en plus loin. Mais c'est pareil. Vous, c'est pareil. Monsieur Sarkozy me fait peur. Vous fait peur. Me fait peur. De plus en plus peur. Comme vous fait peur le Front National. Il y a toujours des spécificités au Front National. C'est d'abriter en son sein, volontairement ou involontairement, une extrême droite nauséabonde. Vous aviez parlé de M. Soral, mais c'est un peu ça. Vous voyez, des gens ne nous collez pas. Non, mais vous savez. Et puis M. Soral, vous dites ça. Laissez-moi terminer. Vous dites ça. Mais écoutez, vous lancez des accusations pratiquement sans preuve. Mais écoutez, oui, mais pas de problème. Allez sur le site. Mais que les gens aillent sur le site de M. Soral. Et vous verrez. Et ils se rendront compte. Mais écoutez, de toute façon, c'est un clown, mais pas un clown qui fait rire, pas un clown qui fait peur. C'est un clown qui donne la nausée. Simplement la nausée, parce que ce n'est pas des mots qui sortent de sa bouche. C'est un torrent de boue, avec des insultes contre les juifs, contre les francs-maçons, contre les communistes. Alors je ne sais pas s'il vient de la gauche, mais franchement, on vous le laisse. On vous le laisse sans problème. Mais comment cette extrême droite-là, que j'ai toujours combattue, je la combattrai juste au bout. Non, mais c'est bien. Ça me concerne avant, pas. Pendant et après les élections. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça me concerne pas. Quand vous dites ça ne me concerne pas, c'est moi, je ne suis pas antisémite, je ne cautionne rien du tout, donc ça ne me concerne pas. Mais quand il parle de M. Soral, qui vient juste comme ça d'apporter son soutien à Jean-Marie Le Pen, que les téléspectateurs aillent voir sur le site de M. Soral, et ils verront bien qui il est. Bon, enfin, il y a eu récemment des propos de Raymond Barre aussi. Comment vous réagissez aux propos de Raymond Barre sur le lobby juif, le plus lié à la gauche? C'est malheureusement pas le seul. Il y a un virus qui a été porté par l'extrême droite, qui a atteint une bonne partie de la classe politique. Quand on parle de l'eupénisation des esprits, c'est ça, les thématiques concrètes, la France tu l'aimes ou tu la quittes, le ministère de l'identité nationale,
Je croyais qu'on parlait d'un gouvernement Pétain, je ne sais pas, il faudrait quand même qu'on réfléchisse 30 secondes. La police, qu'on envoie dans les écoles, traquer les enfants sans papier, cette politique qui est déjà pratiquement appliquée avant l'heure, cette rivalité, évidemment, elle est malsaine. Il y a une évolution à droite de la société sur ces questions-là. Et malheureusement, là où je peux peser le plus, c'est évidemment pas à droite, c'est à gauche. Leur dire que si même on n'est pas majoritaire dans la population, il faut oser revendiquer une politique d'égalité des droits. Un dernier mot, qui sera votre dernier mot, parce qu'il y a un autre invité qui va venir vous remplacer. Sur le lobby juif, M. Barre, je n'ose lire les propos de François Mitterrand sur le lobby juif, ou même de Julien Drey. Alors, quand c'est la gauche qui le dit, c'est admirable. Quand c'est un homme de droite... Je ne sais pas pourquoi vous faites allusion sur Julien Drey, il n'est pas là pour répondre de toute façon. Je peux vous lire la citation? Non, il n'est pas là. Et François Mitterrand, vous le voulez? C'est le rapport Gabriel avec Jean Normesson, je crois que vous le connaissez aussi. C'est un bouquin, c'est des propos tenus à Jean Normesson. Oui, d'accord, il y a ceux de Roger Hanin aussi qui confirment, il y a ceux de Jacques Attali qui confirment. Alors, voilà, il faut quand même arrêter de stigmatiser les gens sur des choses qu'ils ne pensent pas. Et je pense que personne ne fera de Raymond Barre un antisémite viscéral. Voilà. Il faut bien le dire aussi. Très bien. Et ben voilà, la défense de Raymond Barre et de son propos par vous-même. Ça, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas. Je vous dis que Raymond Barre, quand il fait ses propos, il ne dit pas plus que ce qu'avait dit François Mitterrand. Merci, Monsieur Alliot. Donc, merci d'avoir débattu avec Olivier Besancenot. À votre place va venir maintenant Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, qui est président de l'association Croissance Plus, une association qui regroupe les dirigeants d'entreprises à forte croissance, et c'est le cas de la vôtre, des vôtres, Monsieur Roux de Bézieux, parce que vous avez créé 2 entreprises à succès dans le domaine de la téléphonie mobile. Soyez le bienvenu sur le plateau. Cette semaine, Olivier Besancenot, les entreprises du CAC 40 ont annoncé des profits de plus de 100 milliards d'euros en 2006. Cette information n'est-elle pas providentielle pour votre campagne? Oui, si ça suffisait. Malheureusement, on nous dit que ça ne représente rien, sauf que voilà, ça commence à faire beaucoup, puisque c'est année après année. 2004, c'était 65 milliards, 2005, c'était 85 milliards, et maintenant, c'est 95 milliards. Et en plus de ces profits qui sont de plus en plus importants, on commence à voir dans l'actualité sociale, parce qu'il y a des salariés qui se mobilisent, que derrière ces profits, ça ne tombe pas du ciel. Il y a une réalité économique et sociale, celle de l'exploitation, des licenciements, de la précarité, des maladies professionnelles comme l'amiante, des méthodes managériales trop poussées, limites, qui poussent à des suicides, comme à Renault par exemple. Et en plus de ces profits de plus en plus importants, il y a une part de plus en plus énorme qui est rendue aux actionnaires. C'est-à-dire qu'au début des années 80, dans ces profits-là, il y avait en gros 20% qui revenaient aux actionnaires du CAC 40. Maintenant, c'est 45%. C'est-à-dire que ça va à la spéculation. Écoutez, moi, mes chiffres, c'est 45, mais bon, peu importe. De toute façon, vous serez d'accord avec moi qu'elles ont largement doublé. C'est-à-dire que non seulement il y a des gens qui ont les moyens d'être de plus en plus riches et qui, en plus, se les gardent pour eux. Et je crois que c'est une leçon de choses, en effet, dans la campagne, c'est de bien comprendre que la France ne s'appauvrit pas, au moins, et qu'elle est de plus en plus riche, et que la répartition de ces richesses est par contre de plus en plus inégalitaire. Monsieur Roux de Bézieux, alors des scandales autour des parachutes dorés, hautes primes de performance, licenciements massifs aussi chez Airbus, etc., la polémique sur les vrais chiffres du chômage, ces profits records sont-ils une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le patronat? Alors, d'abord, il faut dire une chose, il y a 2 600 000 entreprises en France, Olivier Besancenot le sait, et on parle du profit de 40 entreprises, ou même si on élargit, 100 ou 200 entreprises cotées. Donc, ce n'est pas les entreprises françaises. Et les petites entreprises ne font pas ce type de profit, et elles rament tous les jours avec leurs salariés pour essayer de faire croître leur chiffre d'affaires. Alors, sur les profits Total, tout ce qu'il y a... Moi, je pense que c'est une bonne chose, à condition qu'on sache qu'elles font de leur argent. C'est tout le sujet, c'est tout le débat. Comment ça, c'est ce qu'elles font? Comment est-ce qu'elles répartissent ces profits? Donc, vous posez la bonne question. La vieille règle du capitalisme, on fait beaucoup référence à l'histoire, je vous ai écouté tout à l'heure, la commune, etc. La vieille règle du capitalisme, c'était 1 tiers pour les salariés, 1 tiers pour les actionnaires et 1 tiers dans l'entreprise, que ça soit sous forme de baisse de prix, d'investissement, etc. Alors aujourd'hui, c'est quoi les chiffres? Alors, sûrement pas les mêmes, comme toujours. C'est 38% vont aux actionnaires. Donc effectivement, on est peut-être dans un système où, dans les quelques dernières années, on a un peu tôt distribué aux actionnaires et on n'a pas assez investi dans l'entreprise et distribué aux salariés. Mais c'est une question de réglage et ça ne vaut pas le coup de faire la révolution. C'est tout le débat qui nous oppose. Vous savez que si on fait juste ça, ça va permettre d'augmenter tous les revenus de 300 €, mais même pour ça, il faudra le faire à grand coup de pied dans le derrière parce que... Mais ça n'augmentera pas le revenu de tous les Français de 300 €. On parle de 40 entreprises là. Non, on parle d'un peu plus que ça. Vous le savez comme moi. Parce que même moi, je ne diabolise pas les entreprises du CAC 40 et je connais la réalité du monde de l'entreprise. Si vous ne les diabolisez pas, vous ne les traitez pas bien quand même. Le mythe, oui, mais je leur reconnais au moins un mérite. Celui de savoir où on peut prendre l'argent. Et pas simplement dans le monde de l'entreprise, sur l'ensemble de nos activités quotidiennes. Maintenant, il y a aussi un leurre qui est versé dans le cadre de cette campagne, qui est celui des petites et moyennes entreprises. Et moi, je sais que derrière PME, on met absolument tout et n'importe quoi. Les vraies, toutes petites entreprises, les artisans, c'est moins d'un quart de ces entreprises-là. Et entre un artisan boulanger, un cordonnier et quelqu'un qui a 500 salariés sous sa coupe, il y a déjà une sacrée différence. Donc nous, en effet, on n'a plus confiance. Donc maintenant, on veut savoir où va l'argent.
dans ces entreprises-là. On veut la transparence intégrale. Non, ça vous le savez. Il y a un rapport annuel, tout est transparent. Vous savez comme moi qu'il n'y a que des conseils d'entreprise qui n'ont même pas la possibilité de publier les livres de compte, qui aimeraient pouvoir lever le secret. C'est pas vrai. Les comptes sont publics, c'est bien ça qui fait scandale. C'est que depuis quelques années, on a obligé, c'est très bien, les patrons, les entreprises à la transparence. Et c'est comme ça que vous savez que monsieur machin a eu tel parachute doré. C'est comme ça que vous savez les profits, rémunération. Là, je vous parle des comptes dans l'entreprise. Parce que si c'était le cas, les salariés de Jabil, par exemple, en Bretagne, seraient heureux de savoir je connais pas l'entreprise. Je pourrais vous citer une succession d'exemples d'entreprises où les salariés réclament de savoir où va l'argent dans une multinationale, entre un site et un autre, entre une filiale et une autre. Parce que le coup de « désolé, on n'a plus de bénéfices, c'est vraiment trop dommage, vous passez trop tard », on la connaît l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez d'ailleurs comme moi, même les petites et moyennes entreprises sont source de revenus. D'ailleurs pour ça que les fonds d'investissement s'y intéressent beaucoup. Les fonds d'investissement, ils ne s'intéressent pas particulièrement aux entreprises du CAC 40. Ils s'intéressent d'abord en grande majorité aux petites et moyennes entreprises. Vous en tant que patron, non, franchement. Oui. Non, c'est pas un cas d'être patron d'abord, c'est un choix. C'est comme les Nous, il disait qu'il était très heureux de faire la politique. Moi, je suis heureux d'être patron. De temps en temps, on en prend plein la gueule. Voilà 2 hommes heureux. Alors, voilà. Bon. Enfin, la France a perdu du rugby, donc c'est quand même une mauvaise nouvelle. Mais c'est moins grave. Moi, Arnaud était très triste. Je ne savais pas qu'il aimait autant le rugby, d'ailleurs. Oui, on a la rugby et la boxe en commun. J'ai entendu ça tout à l'heure. On n'en est pas parlé. Non, les patrons ne sont pas diabolisés. Il ne faut pas exagérer, si vous voulez. Mais oui, on en prend plein la gueule. Et ce qui est vrai, c'est que certains dérapages que je condamne, l'affaire Zacharias que tout le monde connaît, c'est un vrai scandale. Moi, je la dénonce peut-être moins de force qu'Olivier Besancenot. Et je la dénonce, je veux dire, peut-être pas pour la même raison. Parce que moi, je ne suis pas choqué qu'en France, on puisse gagner beaucoup d'argent quand on a soit créé son entreprise, soit on l'a développé formidablement. Le vrai scandale dans le cas de Vinci, c'est effectivement le golden parachute. Moi, je suis fondamentalement contre les golden parachutes. C'est scandaleux. C'est la retraite, c'est ce qui permet, si vous voulez, quand vous partez, vous faites entre guillemets virer comme un patron. Même quand vous êtes viré, quoi. C'est ça. Quand exactement, vous êtes viré, de partir avec un énorme chèque. Et je suis pas d'accord. On le fait pas pour les Français qui partent de l'entreprise quand ils sont licenciés. On n'a pas à le faire pour les patrons. Et la deuxième chose qui est très choquante dans l'affaire Zacharias, c'est en fait le fait que la répartition de tous les outils de type stock option, de type action gratuite, donc ce qui permet de gagner beaucoup d'argent, c'était pour 3 ou 4 personnes, dont Antoine Zacharias, et que c'était pas réparti. Oui, mais même Sarkozy dit comme vous, il dit que l'outrance en la manière est une insulte à tous ceux qui travaillent dur pour gagner péniblement leur vie. Écoutez, ça c'est une phrase où tout le monde peut être d'accord. Sauf qu'à chaque fois demain, là aussi, Nicolas Sarkozy, par exemple, a envoyé ses forces de l'ordre devant une entreprise ou à l'intérieur d'une entreprise, ça n'a jamais été pour empêcher des machines d'être délocalisées, mais au contraire pour permettre aux actionnaires de ces grands groupes-là de pouvoir délocaliser. Pour ça, une fois de plus, moi j'ai une vision pragmatique des choses. L'ultra-majorité des petites et moyennes entreprises dépendent de grands groupes, n'ont pas accès au marché. Je veux dire, globalement, à part le petit artisan, les petites entreprises n'ont pas accès directement au marché, à vous et à moi en tant que consommateurs. Elles passent par des intermédiaires et à des groupes qui, eux, ont accès aux marchés mondiaux. La majorité, c'est même un donneur d'ordre unique, qui font la loi. Donc c'est pour ça que, y compris... Quand j'entends dire des petits patrons dire voilà, si ça va mal pour nous, ce que je sais, parce que c'est une réalité du capitalisme, je tombe en effet sur des petits patrons qui n'ont plus beaucoup d'argent dans leur poche. Et je leur dis, c'est quoi qui est responsable de ça? C'est la fiscalité? C'est les 35 heures? C'est l'État qui souffre? Ou c'est les donneurs d'ordre qui font la loi, comme vous le savez, qui vous imposent à vous des marges de manœuvre qui sont absolument insupportables. Et par ailleurs, évidemment, à chaque fois, pourquoi vous avez dit dans votre livre Révolution, qui devient ma Bible, maintenant, page 232, les salariés ont suffisamment d'expérience, de savoir-faire, de culture d'entreprise pour se passer des patrons et gérer eux-mêmes l'économie. L'autogestion. Parce que je viens de vous prendre. Oui, absolument, j'en suis tout à fait fier. Parce que d'abord, on n'est pas plus bête qu'eux. Non. D'abord. Plutôt deuxièmement, plutôt plus malin. Deuxièmement, plus malin, mais... On verra jusqu'où on pourra aller, j'espère, en tous les cas. Mais une fois de plus, moi, le but du jeu, c'est pas de prendre les patrons et puis de les pendre à un arbre. C'est de comprendre qu'il y a une réalité économique d'un groupe qui représente 6 ou 7% de la population. Voilà, et qui détient l'ultra-majorité des richesses dans ce pays. Vous savez combien ça gagne un patron attendez, en moyenne Vous avez le chiffre ou pas? Vous parlez sur le CAC 40, c'est 350 fois un patron français. 350 fois le SMIC. Un patron français. 350 fois le SMIC. Répondez à l'autre question. Moi, je sais pas. Alors, 3 993 €. Ça, c'est le salaire, 93 € brut. Alors, écoutez, ça tombe très bien, parce qu'il va être d'accord avec ma proposition sur les revenus. Moi, je propose, dans ces cas-là, vous avez un écart de revenus en France qui va de 1 à 120. Et vous voulez aller de 1 à 5, ça tomberait dedans, c'est chouette. Ça fera un SMIC à 1 500 € net. Alors vous avez le soutien de Geoffroy Redoubier. Un SMIC à 1 500 € net, ça ferait un salaire maximum à 7 500 € net. C'est le maximum en France. Salaire maximum en France, 7 500 €. Mais le problème, le problème, c'est pas simplement les salaires. Le problème, c'est les richesses. Parce que le débat, il est aussi sur ça. C'est pas simplement la rémunération des uns et des autres. Les revenus des patrons du CAC 40 sont révoltants. Mais au-delà de ça, il y a une appropriation des richesses, je vous dis, pour 6 ou 7%, et qui a été capable de le faire
en s'octroyant un pouvoir absolument exorbitant, pas simplement sur l'économie, mais sur la société tout entière. Répondre ou pas? Mais vous êtes Oui, homologue, absolument. vous n'avez pas les riches, de ce côté-là, vous avez un point de... Vous parlez de sa proposition de fiscalité au-dessus de 4 000 euros, oui, ce serait plutôt légitime. Vous êtes tout à fait d'accord avec Non, nous? mais moi, je suis pour la répartition des richesses. Voilà, je suis pour la répartition des richesses. C'est pas que j'aime pas les riches, c'est que j'aime tellement les richesses que j'aimerais qu'on se les partage, voyez-vous? Je suis pas pour le partage de la misère. D'accord. Voilà. Monsieur Roux de Bézieux. Alors, je vais faire un peu de provoque. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais c'est pas mon papa qui me l'a donné, ni ma maman. Je l'ai pas hérité. Il y a un moment où j'étais salarié. Mais il aime les richesses. Donc on va en parler. J'étais salarié et j'ai pris un risque. Je suis de monter ma boîte. D'accord? Je pouvais me planter. Vous savez, quand on monte sa boîte, on n'a pas d'assurance sociale, donc on n'est pas aux ACEDIC. J'ai pris ce risque. Aujourd'hui, il y a 2800 personnes qui travaillent dans cette première entreprise. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'en suis fier, je suis prêt à payer l'impôt, je trouve ça normal de payer l'impôt, mais il est hors de question, M. Besancenot, hors de question que je le partage à égalité avec tout le monde, parce que tout le monde n'a pas pris ce même risque. Je recommence aujourd'hui, enfin il y a quelques mois, on était à 300 salariés presque, je paye l'ISF, tout ça, je trouve ça normal. Oui. Ne me dites pas que tout le monde est égal, parce que tout le monde ne prend pas les mêmes risques et tout le monde n'a pas les mêmes talents. Et vous êtes contre, évidemment, c'est la maximum à cette. Et je suis contre le salaire maximum. Et pour éradiquer la pauvreté. Par exemple, les richesses de l'entreprise que vous avez. Non, parce que juste. Parce que c'est le débat le plus intéressant. C'est le croissance plus, c'est, si j'ai bien compris, quelque chose qui cherche à regrouper les entreprises à forte croissance, donc qui développent beaucoup de richesses. D'ailleurs, dans le domaine de la téléphonie où vous êtes, si j'ai bien compris, c'est aussi avec la possibilité de bouffer les autres dans une règle de concurrence où il s'agit quand même de marquer son territoire. Ces richesses-là, qui sont donc extrêmement importantes dans ce groupement de croissance plus, c'est celles-là dont je parle. Celles-là, elles ne sont pas directement dans votre poche à vous. Celles-là, elles sont créées aussi par les salariés dont vous vous dites. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Non, on va terminer, on va revenir. Alors, on avance sur le SMIC. Personne ne doit avoir une rémunération en dessous du SMIC, dites-vous, à 1 500 €, ni les travailleurs, ni les chômeurs d'ailleurs. Alors, à quoi ça sert enfin, je vais vous poser une question. J'ai honte moi-même. À quoi ça sert de travailler si on a le même argent que si on est au chômage? On propose un SMIC à 1 500 € net, mais une augmentation des revenus de 300 €. C'est-à-dire que pour les plus simples que je suis, ça veut dire ceux qui sont au-dessus du SMIC, bien sûr qu'on est pour qu'ils aient une augmentation de 300 € et qu'ils ne restent pas au SMIC. On n'est pas pour faire de tout le monde des SMICards. Mais si, c'est la question. Et la question concrètement pour la financer, c'est d'être capable de reprendre les 165 milliards que la petite poignée dont je parlais a été capable de prendre à la majorité de la population sous forme d'aide publique, sous forme de profit, et puis sous forme d'exonération de cotisations sociales. Vous savez, ces exonérations de cotisations sociales dont parlait l'individu qui était juste avant, que l'ensemble des gouvernements libéraux veulent faire, il y a eu au nom de la politique de l'emploi 15 fois plus d'exonération de cotisations sociales. Il n'y a pas 15 fois moins de chômeurs, par contre le trou de la Sécu il vient de là. Et je le répète à tous, parce que moi je veux bien qu'on parle d'exonération des charges en permanence, mais la Sécu c'est quand même utile, y compris pour un petit artisan qui est malade. C'est quand même bien d'avoir une sécurité sociale pour être soigné quand on est malade et qu'on n'a pas d'argent. Vous terminez, monsieur? Oui, alors un SMIC à 1 500 € net, c'est-à-dire 1 800 brut, on serait tous d'accord, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec 1 200 € ou 980 net, c'est très difficile de vivre. Le problème, prenez l'entreprise moyenne en France, c'est 10 salariés. Un peu moins, enfin mettons 10 salariés. C'est une question. 10 employés à 1200, vous les passez à 1800, la boîte elle ferme. Ou elle augmente ses prix. Moi ce que je peux vous dire, c'est que pour les entreprises de moins de 10 salariés, je suis pour qu'il y ait une intervention publique. Pour les autres, je suis pour revoir. Vous nationalisez toutes les entreprises de moins de 10 salariés. Je sais que comme moi, vous n'êtes pas un artisan boulanger, que l'association dont vous parlez est représentée au MEDEF. Donc c'est quand même de ce côté-là que vous êtes. Et moi, les petits artisans qui écoutent, je leur dis, rejoignez le combat des salariés, ce sera vachement efficace. En principe, on vous retrouve à la candidature, là. Allez, encore quelques jours. Combien de jours? 4 jours. 4 jours. Allez, si vous voulez, merci beaucoup, monsieur Roux de Bézieux, d'être venu avec nous discuter avec Olivier Besancenot. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr, à dimanche prochain. Donc sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup. Et la semaine prochaine, sur ce plateau, deux dames, Marie-Georges Buffet et Arlette Laguillet. Merci beaucoup. À dimanche prochain. Merci Olivier Besancenot d'avoir passé cette heure avec nous. Merci beaucoup.